François Aslan, bonjour. Bonjour. Évidemment, nous sommes aujourd'hui avec vous pour savoir ce que vous espériez de la réforme du Code du travail. Ça fait 24 ans que je suis à mon compte, que je suis chef d'entreprise. En 24 ans, dans le domaine social, à part en 2008 où on a eu la rupture conventionnelle, à savoir c'était une manière de pouvoir se quitter plutôt de façon paisible avec un de ses collaborateurs, je n'ai connu d'année en année que des complications dans le domaine social. Et bien écoutez, là pour une fois, on a une petite lumière avec de la simplification là où on commençait à désespérer, nous surtout patrons de PME, d'entreprises patrimoniales. Donc plutôt optimiste. Elle est efficace, elle est cohérente, vous la sentez bien? Alors, ce qu'on peut dire, je l'ai tout de suite relevé lorsque je suis sorti de Matignon la dernière fois, c'est que ce sont plutôt des mesures pragmatiques et qui collent à la réalité de terrain. C'est quoi la réalité de terrain ? Comment ça se passe dans une PME? Alors d'abord, il faut savoir que finalement, très peu connaît le milieu de la PME, sinon ceux qui y travaillent. Il y en a quand même en France, 1 640 000 qui ont au moins un salarié. C'est plus de la moitié de l'emploi salarié en France. Et pourtant, lorsqu'on discute, lorsqu'on négocie autour du dialogue social, eh bien souvent les PME sont délaissées pour compte parce qu'on ne les connaît pas. On a toujours affaire à des hyper spécialistes de la chose sociale, qui sont d'ailleurs effectivement extrêmement compétents, mais plutôt dans le domaine de la grande entreprise. Et dans la PME, dans l'entreprise patrimoniale, de plus petite taille, eh bien finalement, on a peu de porte-parole de ce milieu économique qui est essentiel pour l'activité, le dynamisme et l'espérance de notre pays. Alors j'essaye de faire au mieux, puisque moi je suis patron d'une PME. Et ce qu'on peut constater, c'est que jusqu'à maintenant, avant les ordonnances, lorsque, par exemple, vous vouliez négocier un accord d'entreprise avec vos salariés, donc vous mettre d'accord, sans la présence d'un syndicat dans notre pays, on ne peut pas signer d'accord entre direction et salariés. Savez-vous que dans les entreprises, dans les PME de moins de 50 salariés, simplement 4% d'entreprises ont un syndicat. C'est-à-dire que vous avez 4% d'1 640 000 entreprises qui ont la présence d'un syndicat. Autant vous dire que 96% d'entreprises ne signaient pas d'accord. Pourquoi ? Parce que le chef d'entreprise ne va pas aller frapper à la porte d'un syndicat, on peut le comprendre, mais ce n'est pas qu'un problème de chef d'entreprise, c'est un problème aussi de salariés, parce que vous avez finalement des salariés qui ne comprennent pas à quoi peuvent leur servir un syndicat, sinon à en découdre, avec une vision, on va dire, un petit peu machiavélique, où l'offre syndicale est plutôt une offre d'opposition, plutôt qu'une offre, on va dire, de travail au bien commun, qui est l'entreprise. Alors, ces ordonnances, sur le champ de la négociation d'entreprise, permettent la chose suivante. En absence de syndicats, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des IRP, des instances représentatives du personnel. Ce sont des délégués du personnel ou un comité d'entreprise. Ces personnes ont été élues par leurs pairs, par leurs collègues salariés, employés de l'entreprise. Eh bien, s'ils ne sont pas syndiqués, après ces ordonnances, on pourra négocier un accord avec ces salariés. C'est quand même pas mal. Et dans les toutes petites entreprises, celles qui ont moins de 20 salariés, eh bien, en l'absence de délégués du personnel, vous pourrez demander l'avis, donc faire une consultation ou un référendum à l'ensemble de votre équipe pour savoir si vous êtes d'accord sur un accord d'entreprise. Alors attention, on ne négocie pas n'importe quoi dans tous les sens. C'est avant tout ce qui permet d'organiser l'activité de l'entreprise. C'est le b.a.-ba. Eh bien, cette chose qui est si évidente, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas y accéder. C'est-à-dire que ce que je peux appeler la démocratie sociale directe n'existait pas en France, en tout cas dans les petites entreprises. Là, on commence un petit peu à entrevoir une petite lumière pour tout simplement formaliser ce que finalement on fait au quotidien. C'est-à-dire que dans les petites entreprises, des accords, il y en a tous les jours entre patrons et salariés. C'est quoi un accord? C'est tout simplement se mettre d'accord sur le planning d'activité pour les 6 mois qui viennent. On ne le formalise pas. La difficulté, c'est que si jamais dans l'entreprise, aujourd'hui, avant les ordonnances, il y a un salarié qui n'est pas d'accord avec ses collègues sur l'organisation future du travail, eh bien il a raison à lui tout seul contre la collectivité. C'est-à-dire que l'intérêt individuel prime sur l'intérêt collectif. Et le chef d'entreprise ne peut strictement rien faire.
demain, vous faites un accord, vous avez 7 salariés, il y en a un sur les 7 qui n'est pas d'accord avec la nouvelle organisation, eh bien, il sera quand même obligé de s'y plier contre l'avis certes de ses 6 collègues, mais surtout pour préserver l'activité du bien commun, qui est l'entreprise. Et si jamais il refuse, eh bien, on pourra opposer l'accord à son contrat de travail. Donc ça va assez loin, c'est-à-dire que ça peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement parce qu'il ne veut pas travailler comme l'entreprise s'est organisée. Donc, dans le champ de la négociation, c'est extrêmement novateur, et je dirais même que les syndicats qui ont peur du contournement syndical, excusez-moi du peu, 4% de présence, on ne contourne rien, ils ne sont pas présents. C'est une occasion que je considère rêvée pour eux de repositionner leur offre syndicale. Donc je vois ça plutôt d'une bonne manière, plutôt positivement. Et puis après, vous avez tout un autre volet qui, pour nous, chez l'entreprise de PME, était très important, c'est tout ce qui concerne la sécurisation de la rupture du contrat de travail. Alors, deuxième aspect, deuxième thème qui est dans ces ordonnances, c'est tout ce qui touche ce qu'on peut appeler la sécurisation de la rupture du contrat de travail. Alors, vous me direz, c'est un petit peu bizarre de dire, écoutez, si jamais je peux me séparer de quelqu'un facilement, je serai plus enclin à embaucher. Ben oui, mais la psychologie du chef d'entreprise, elle est comme ça. On a beau vouloir la changer, elle est comme ça. C'est-à-dire que bien, si votre risque, et c'est une psychologie en général, si votre risque est connu à l'avance, eh bien, vous êtes plus enclin à vous poser la question si vous devez risquer ou pas. Si sauter de 2 mètres de haut ne vous pose aucun problème parce que vous êtes sûr de jamais vous casser quoi que ce soit, vous sauterez de 2 mètres de haut. Si vous n'êtes pas sûr, vous allez hésiter. C'est exactement la même chose pour l'embauche. Si on ne sécurise pas la rupture, eh bien, on ne sécurisera pas l'embauche. Et là, il y avait jusqu'à maintenant, avant les ordonnances, tout ce qu'on appelle les dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sont qualifiés de licenciement abusif. Alors déjà, il faut savoir qu'en matière sociale, chaque mot a une portée, on va dire, psychologique, même émotionnelle, très importante. Rendez-vous compte, licenciement abusif. Qu'a fait le chef d'entreprise pour licencier abusivement son salarié? 80% des licenciements abusifs sont des licenciements pour vice de forme, pas pour le fond. C'est-à-dire que sur le fond, par exemple, le chef d'entreprise avait tout à fait raison, parce qu'il y avait une vraie faute, de licencier son salarié, sauf que comme il s'y est mal pris dans la forme, eh bien, le licenciement est requalifié comme licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit abusif. Donc déjà, dans les ordonnances, le fond va primer sur la forme. C'est-à-dire que s'il y a un problème de fond, eh bien, le chef d'entreprise, mais aussi le salarié, aura le droit de se rattraper et de ne pas casser la procédure, c'est-à-dire qu'on pourra se redonner une chance de requalifier le licenciement si jamais on l'a mal qualifié la première fois. Premier élément de sécurisation juridique. Deuxième élément, le fameux plafonnement des indemnités. Alors, ce ne sont pas les indemnités, ce sont les dommages et intérêts. Pour être très précis, vous avez 3 niveaux d'indemnités. Vous avez les indemnités légales, elles sont versées, quel que soit le motif, en cas de licenciement. Vous avez parfois les indemnités conventionnelles qui se rajoutent aux indemnités légales. Elles sont négociées par les branches professionnelles. Et puis, vous avez, quand vous partez en litige, ce qu'on appelle les dommages et intérêts. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, d'une juridiction à une autre, les avis des cours d'appel, parfois les jugements des cours d'appel, allaient de sanctions de 1 à 5. Si bien que vous avez des petites entreprises qui ont déposé le bilan parce que la sanction dépassait les moyens financiers de l'entreprise. Alors, certes, il faut la juste réparation. Mais si la juste réparation entraîne la disparition du bien commun qu'est l'entreprise, où est la vraie réparation? Il y avait un déséquilibre total. Il faut bien reconnaître qu'au fil des ans, au fil des décennies, le droit social s'est énormément complexifié, je vous le disais. Il s'est énormément judiciarisé. Les procédures partaient sur 3 ans, 4 ans. Il s'était financiarisé avec des sanctions financières dépassant les capacités de l'entreprise. Et bien là, un plafond est fixé à 20 mois de salaire si vous avez 30 ans d'ancienneté. Ce ne sont pas les seules indemnités. Vous avez les indemnités légales qui vont s'additionner à ces 20 mois. Si bien qu'au bout de 30 ans d'ancienneté, c'est en fait 27 mois et demi de salaire minimum que peut percevoir un salarié comme dommages et intérêts, voire plus s'il y a des indemnités conventionnelles qui se rajoutent. Est-ce que vous croyez que beaucoup de très petites entreprises seraient aujourd'hui capables de verser 27 mois et demi de salaire à un salarié? Très peu, vous savez. Donc, lorsqu'on dit
qu'on est en train de limiter la réparation et qu'il n'y aura pas la juste réparation. Pardonnez-moi, mais c'est un petit peu ridicule, puisque la moyenne des réparations, c'est de l'ordre de 15 mois. Donc on est bien au-dessus de la moyenne, sauf que dans cette moyenne jusqu'à maintenant, ça allait de 1 à 4 avec des indemnités complètement ubuesques, entraînant la disparition des entreprises. Ce risque, le fond sur la forme qui prime, deuxièmement, le plafonnement des dommages et intérêts font que l'employeur, enfin, le connaît et peut l'anticiper. C'est une avancée majeure qui sécurise bien sûr l'embauche parce que en amont, on sait que si jamais j'ai un accident économique dans l'entreprise, si jamais je me suis trompé de personne, eh bien je sais combien in fine ça va me coûter. C'est très important, sans rien enlever, de justes réparations aux salariés, il faut le dire. Voilà. Alors évidemment, vous avez une différence entre la petite entreprise et la grande entreprise. Dans la grande entreprise, on le sait, le carnet de chèques est beaucoup plus élastique parce que les moyens financiers sont beaucoup plus importants. Vous avez souvent des spécialistes du droit social dans les grandes entreprises, des DRH, directeurs des ressources humaines. Dans la PME, le chef d'entreprise, c'est le chef d'orchestre. Il doit être tout à la fois, il n'est pas spécialiste en tout. Et bien souvent, effectivement, eh bien, il ne fait pas toujours bien les choses. Et bien là, on a fait évoluer le cadre légal pour se donner un petit espace de liberté pour que tout simplement les choses se passent d'une façon un petit peu plus équilibrée. Et lorsqu'on vous dit que tout cela est ultra-libéral, là encore, laissez-moi rire, on est très loin des mini-jobs en Allemagne, à 400 € par mois. Il faut savoir qu'un stagiaire en France, c'est minimum 550 € par mois quand vous les versez. Et d'ailleurs, nous ne le réclamions absolument pas, la CPME. On est très loin du contrat 0 heure comme en Angleterre. Nous ne le réclamions absolument pas, la CPME. Nous sommes tout à fait dans un juste équilibre qui correspond franchement bien à notre culture française du dialogue social. Merci infiniment, François Asselin.